Mon mari et ses amis ont pensé que ce serait drôle de m'abandonner dans un petit village d'Occitanie après une dispute. Voyons comment elle s'en sortira, ont-ils ri en démarrant. Je ne suis jamais revenu. Un mois plus tard, il m'a retrouvé dans un village reculé des Cévennes. J'étais déjà en train de recommencer ma vie. Voyons comment elle rentrera, avait ricané Stéphane, sa voix tranchant l'air du soir alors qu'il claquait la portière. Les feux arrière de notre Renault Clio de location rapetissèrent jusqu'à devenir 2 points rouges perçants, puis disparurent au détour de la ruelle étroite, ne laissant derrière qu'un nuage de poussière et l'écho cruel du rire de ses amis. Je suis resté là, figé, la bouche encore ouverte au milieu d'une phrase. La dispute que nous venions d'avoir devant le petit bistrot, une querelle stupide sur l'itinéraire du lendemain, était soudainement devenue insignifiante, balayée par son geste impensable. Il va revenir, me suis-je murmuré, attirant les regards curieux des habitants attablés aux terrasses, savourant leur dîner. C'est juste pour me faire peur. Mais le nœud dans mon estomac se resserrait à mesure que les minutes s'étiraient pour devenir une heure. Le ciel s'assombrissait au-dessus de ce village inconnu dont je pouvais à peine prononcer le nom correctement. La douce lumière dorée du crépuscule occitan, qui m'avait semblé si poétique une heure auparavant, prenait maintenant des teintes menaçantes. Avant de commencer, je tiens à prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous de faire partie de ce voyage. Si vous êtes attiré par les histoires de femmes qui trouvent leur force dans des endroits inattendus après une trahison, pensez à vous abonner. C'est entièrement gratuit et cela aide à soutenir d'autres histoires de résilience et de renaissance. Maintenant, voyons comment une femme abandonnée a transformé un acte de cruauté en le début de sa liberté. Quand j'avais supplié Stéphane de ne pas boire autant au déjeuner, je n'aurais jamais imaginé que la situation dégénérerait à ce point. Ses amis, des copains de fac célébrant leurs retrouvailles annuelles auxquelles j'avais été convié à contre-cœur, l'avaient encouragé. Quand j'avais suggéré que nous retournions à notre hôtel, fatigués de leurs blagues lourdes et de leur consommation excessive, Pascal avait ricané, « Elle te contrôle toujours, mec. » Avant de commander une autre tournée. Lorsque je m'étais levé pour partir, Stéphane m'avait suivi dehors. Ses mots étaient pâteux, mais sa colère, elle, était précise. La dispute avait rapidement tourné au vinaigre, des années de ressentiment refoulés remontant à la surface des deux côtés. « Ton sac à main contient ton passeport, n'est-ce pas ?» avait-il ricané avant de grimper côté conducteur. « Alors tu te débrouilleras. Tu es si intelligente, toujours à me dire quoi faire. » La nuit est tombée complètement alors que la réalité s'imposait. Le charmant village, qui semblait si pittoresque de jour, me paraissait maintenant hostile. J'ai compté mon argent liquide, 80,37 €. Pas assez pour un billet d'avion pour Paris, à peine assez pour une nuit d'hôtel. Mes cartes de crédit étaient dans le portefeuille de Stéphane. Il avait proposé de les prendre plus tôt, quand mon petit sac à main était trop plein. J'ai trouvé la pension la moins chère possible, une chambre miteuse au-dessus d'une boulangerie, avec un lit étroit et un lavabo dans un coin. La femme âgée qui m'a montré la chambre ne parlait pas français, mais semblait comprendre ma situation, me tapotant le bras avec sympathie. Il m'a bloqué, ai-je chuchoté, incrédule, en fixant mon téléphone. 27 appels à Stéphane, tous directement envoyés sur sa messagerie vocale. Des SMS livrés, mais sans réponse. J'ai essayé Pascal, puis Laurent, puis chacun des amis de Stéphane qui étaient dans cette voiture. Tous bloqués. Un frisson me parcourut en réalisant que ce n'était pas une impulsion momentanée, mais une humiliation calculée. Le sommeil est venu par fragments, interrompu par des vérifications pleines d'espoir de mon téléphone et une panique renouvelée. Au matin, je m'étais convaincu que ce cauchemar prendrait fin. Stéphane reviendrait, plein de remords, mais prêt à me reprocher d'avoir surréagi à sa blague. Je serais en colère, mais assez soulagé pour passer à autre chose, pour retourner à notre vie soigneusement construite à Paris, où il était un architecte respecté et j'étais son épouse dévouée qui avait mis de côté sa propre carrière en décoration d'intérieur pour gérer leur maison et leur calendrier social. Mais il n'est pas venu. Le deuxième jour, j'ai rationné l'argent qui me restait, n'achetant qu'un sandwich jambon-beurre pour le déjeuner tout en parcourant le périmètre de la ville, vérifiant chaque hôtel et restaurant pour le moindre signe de notre groupe. Le soir, j'ai compris qu'ils avaient poursuivi leur voyage prévu, en route pour Bordeaux sans moi. Le troisième jour, le propriétaire d'un café, qui m'avait remarqué en train de traîner devant son établissement, m'a offert un café gratuit et, dans un français approximatif, m'a indiqué comment me rendre au poste de gendarmerie locale.
Le gendarme ne sembla pas surpris par mon histoire, comme si les touristes abandonnés étaient monnaie courante. Mais son français limité et mon absence totale de vocabulaire local ne m'ont laissé qu'un rapport déposé et un hochement de tête compatissant. Cet après-midi-là, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Debout devant la vitrine d'un prêteur sur gage exigu, j'ai retiré mon alliance. Le diamant de 2 carats que Stéphane m'avait offert pour notre 5e anniversaire, remplaçant l'anneau modeste avec lequel nous avions commencé. Le prêteur sur gage m'en offrit bien moins que sa valeur, mais assez pour financer la prochaine étape de mon voyage, quelle qu'elle soit. Appelez votre famille en Amérique, suggéra le prêteur en comptant les euros. J'ai hoché la tête machinalement, mais à l'intérieur, un autre plan se formait. La famille, cela signifiait expliquer, entendre le « je te l'avais bien dit » de ma mère à propos du tempérament de Stéphane, faire face à des amis qui avaient vu les fissures dans notre mariage que j'avais essayé si fort de colmater. La gare routière était calme quand je suis arrivé. Son tableau électronique affichait des destinations que je n'avais lues que dans des magazines de voyage. Un bus de nuit pour Lyon, des correspondances vers des ferries, d'autres bus, vers des endroits où Stéphane et ses amis ne penseraient pas à me chercher, s'ils prenaient un jour la peine d'essayer. Mon doigt plana sur le nom de mon père dans mes contacts. Un appel, et il me virerait de l'argent pour un vol de retour. Un appel, et je retournerais à la vie que j'avais construite, où je m'étais lentement effacé pour accommoder l'ego et les exigences grandissantes de Stéphane. Un souvenir fit surface, Stéphane cachant en plaisantant mes portfolios quand j'avais mentionné reprendre mon travail de décoration d'intérieur. Pourquoi compliquer les choses ? Avait-il demandé. Nous n'avons pas besoin d'argent et j'ai besoin que tu te concentres sur notre vie. J'en avais ri à l'époque, mais assise dans cette gare routière crasseuse, je vis la chose pour ce qu'elle était, une autre barrière dans l'enclos qu'il avait construit autour de moi. Où allez-vous ? Demanda l'agente au guichet, une femme plus âgée aux yeux bienveillants qui m'observait fixer le tableau des départs depuis près de 20 minutes. Dans les Cévennes, répondis-je, la décision se cristallisant au moment où je parlais. Le village côtier le plus éloigné que vous puissiez me trouver. 14 heures plus tard, je suis descendu en titubant du dernier bus de mon périple, le corps endolori par les sièges inconfortables et la tension. L'odeur de l'air salin et des vergers d'oliviers m'accueillit alors que je contemplais les maisons en pierre blanche d'un village dont je ne pouvais prononcer le nom. La batterie de mon téléphone était morte quelque part entre les régions, mon estomac était creux de faim, et le poids de ce que j'avais fait ou de ce qui m'avait été fait pesait sur mes épaules. L'épuisement brouillait les bords de ma vision alors que je déambulais vers ce qui semblait être le centre du village. 3 jours de montagnes russes émotionnelles m'avaient laissé à vif, oscillant entre la rage contre Stéphane, la peur de mon avenir incertain, et une étrange et inattendue lueur de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la libération. Mes euros restants couvriraient peut-être 2 nuits dans la chambre la moins chère que je pourrais trouver. Après ça, je n'avais aucun plan, aucun ami, aucun mot dans la langue locale au-delà de « s'il vous plaît » et « merci ». Mais alors que je regardais le coucher de soleil peindre les eaux de la Méditerranée d'or et de rose, un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années s'installa en moi. Stéphane avait voulu me donner une leçon sur la dépendance. Au lieu de cela, il m'avait accidentellement libéré. Le soleil des Cévennes tapait sans pitié alors que je m'éloignais du village, mes pieds couverts d'ampoules dans des sandales peu pratiques, conçues pour les visites touristiques et non pour la randonnée. Ma bouteille d'eau était vide depuis des heures, et la combinaison de la déshydratation, de la faim et de l'épuisement émotionnel faisait vaciller le monde autour de moi. Des arbres verts argentés bordaient le chemin poussiéreux, leurs feuilles scintillant comme des pièces de monnaie dans la brise. Des vergers d'oliviers, réalisai-je vaguement, juste avant que mes genoux ne cèdent. Le sol se précipita pour rencontrer mon visage, mais je sentis à peine l'impact. L'obscurité envahit ma vision alors qu'un calme étrange m'envahissait. C'était peut-être approprié. Abandonné par mon mari dans un pays étranger, pour m'effondrer seul dans un autre. Je fermai les yeux, cédant à l'épuisement qui s'était accumulé depuis que Stéphane était parti en voiture. Fosmo Kira, coupa une voix de femme dans ma torpeur, suivie de mains burinées me retournant. Un visage âgé apparut, flou, de profondes rides gravées autour d'yeux bienveillants, écarquillés d'inquiétude. Elle parlait rapidement en grec, me tapotant les joues et me tendant une gourde. L'eau me ranima assez pour que je puisse m'asseoir, bien que ma tête tourne encore violemment. Elle se présenta comme Monique, répétant son nom en se désignant du doigt. J'imitai son geste, faiblement, Chloé. Monique m'aida à me relever, sa petite silhouette étonnamment forte alors qu'elle soutenait mon poids.
Elle montra du doigt une ferme en pierre nichée parmi les oliviers et fit des mouvements de marche avec ses doigts. J'ai hoché la tête, manquant de la force pour résister alors qu'elle me guidait lentement sur la colline. La cuisine de la ferme m'accueillit avec une odeur d'herbe suspendue à des poutres en bois et quelque chose de savoureux qui mijotait sur une cuisinière ancienne. Monique m'installa à une table en bois usée avant d'appeler quelqu'un. Une voix d'homme répondit, et quelques instants plus tard, un gentleman âgé au visage hâlé et à la moustache argentée apparut dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Jean » dit Monique en le désignant. Son mari me fit un signe de tête prudent, ses yeux interrogateurs mais pas inhospitaliers. Monique versa de l'eau fraîche dans un verre et le pressa dans mes mains, suivi d'un bol de simple soupe de légumes du jardin. Mon estomac gronda bruyamment lorsque l'arôme atteignit mon nez, provoquant un sourire de Monique. Cette soirée se passa dans un flou de communication interrompu. J'ai essayé d'expliquer ma situation par une combinaison de mots limités, de gestes de la main et, finalement, de larmes. Monique hochait la tête comme si elle comprenait complètement, même si je savais qu'elle ne pouvait pas saisir les détails. Jean resta silencieux mais attentif, posant occasionnellement des questions que Monique traduisait par des gestes. Ils m'offrirent leur chambre d'amis, un espace simple avec des murs blanchis à la chaux et un lit étroit recouvert d'un couvre-lit fait main. Trop épuisé pour protester, je m'effondrai dans un sommeil bien nécessaire. Le matin arriva avec le chant des coqs et l'arôme du pain frais. Je trouvai des vêtements propres pliés au pied de mon lit, une simple robe en coton et un gilet qui semblait avoir des décennies mais fraîchement lavés. Ils flottaient sur ma silhouette, mais offraient un changement bienvenu par rapport à ma tenue de voyage usée. Dans la cuisine, Monique rayonna en me voyant, me servant immédiatement un café fort et du pain frais avec de l'huile d'olive et du miel. Avec la lumière du jour qui éclaircissait mon esprit, la gêne s'installa. Ces étrangers m'avaient accueilli sans poser de questions, m'avaient nourri, vêtu. Je devais m'expliquer, offrir un paiement, partir. Avec un français approximatif et l'application de traduction sur mon téléphone, maintenant chargé grâce à un adaptateur que Jean avait trouvé, j'ai tenté de transmettre ma gratitude et mon intention de retourner au village. Le visage de Monique s'affaissa immédiatement. Elle secoua vigoureusement la tête, montrant l'extérieur où la pluie crépitait maintenant contre les fenêtres, puis mes pieds encore couverts d'ampoules. « Restez » insista-t-elle, l'un des rares mots français qu'elle connaissait. Repos. Au cours des 3 jours suivants, j'ai fait plusieurs tentatives pour partir, chacune accueillie par une douce résistance. Une fois, mon sac à main à la main et mes chaussures aux pieds, Monique m'intercepta à la porte, son expression si blessée que la culpabilité m'envahit. Elle prit ma main et me conduisit à une petite boîte en bois sur le manteau de la cheminée, l'ouvrant pour révéler des photographies. Ses doigts tremblaient en montrant une jeune femme avec les yeux de Monique et le sourire de Jean. « Valérie » dit-elle doucement. Puis elle pointa loin, Australie. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle faisait un mouvement de berceau avec ses bras, puis tenait sa main à hauteur de taille, indiquant un enfant. « Petit-fils » réussit-elle à dire en français, montrant une photo plus récente d'un nourrisson. Pas voir. J'ai compris alors. Monique voyait en moi une remplaçante pour sa fille absente, une présence pour combler le vide laissé derrière. Plutôt que de me sentir manipulé, mon cœur se serra pour sa perte. J'ai hoché la tête lentement et j'ai reposé mon sac à main sur le crochet près de la porte. Chaque jour apportait de nouvelles routines alors que je m'intégrais progressivement à leur vie à la ferme. Monique me montra comment ramasser les œufs des poules sans les effrayer, comment étendre le linge pour que la brise de la montagne le saisisse juste comme il faut. J'en m'appris à identifier les mauvaises herbes dans le potager, sa patience évidente lorsque j'ai arraché par erreur une herbe aromatique la première fois. Le travail était physique, rien à voir avec ma vie soigneusement organisée à Paris, mais satisfaisant d'une manière que j'avais oubliée. Mon corps, habitué aux salles de sport branchées et aux routines d'exercice calculées, protesta au début. De nouvelles callosités se formèrent sur mes mains, et des muscles dont j'ignorais l'existence me faisaient mal chaque soir. Mais chaque jour qui passait, la douleur diminuait et ma force augmentait. Plus important encore, le cycle mental constant de mon abandon commença à se calmer, remplacé par les préoccupations plus simples des tâches de la ferme et de l'apprentissage de la langue. Le soir, assise sur le petit porche pendant que Monique tricotait et que Jean fumait sa pipe, je me surprenais à éprouver des moments de paix. La trahison me faisait encore profondément mal, mais ici, entouré d'oliviers centenaires et du rythme de la vie rurale, cela commençait à ressembler moins à la fin de mon histoire et plus à un chapitre inattendu. 2 semaines après mon arrivée, Monique s'assit à côté de moi alors que nous écossions des petits pois du jardin.
Elle étudia mon visage, son expression pensive, avant de demander lentement dans son français qui s'améliorait, « Maison. Tu veux rentrer maison ?» Elle fit un mouvement d'avion avec sa main, puis pointa vers l'Amérique. La question me frappa avec une force inattendue. La maison. Le mot évoquait notre élégante maison parisienne en pierre avec ses meubles de designer et sa décoration soigneusement coordonnée. Il ramenait aussi le comportement contrôlant de Stéphane en pleine lumière, sa gestion, utile, de nos finances qui me laissait sans accès indépendant, son découragement subtil de mes amitiés, son attitude méprisante envers mes aspirations professionnelles. Des larmes coulèrent sur mes joues alors que les mots sortaient dans une langue que Monique ne pouvait pas entièrement comprendre, mais des émotions qui transcendaient la barrière. Je lui ai parlé de la trahison de Stéphane, des années à céder lentement des morceaux de moi-même pour maintenir la paix, de l'humiliation d'être abandonné comme un bagage indésirable dans un pays étranger. La main burinée de Monique recouvrit la mienne pendant que je parlais. Quand j'eus fini, elle montra son cœur, puis la ferme autour de nous, et enfin moi. Le message était clair, j'avais une place ici si je le voulais. Travaille, dis-je prudemment, imitant Jean s'occupant des oliviers. Je reste. Je travaille. Le sourire de Monique s'épanouit comme le lever du soleil sur la Méditerranée. Elle hocha la tête, serrant ma main avant de retourner au petit pois, comme si nous venions de nous mettre d'accord sur quelque chose d'aussi simple que le menu de demain, plutôt que sur une réorientation complète de ma vie. Ma décision de rester marqua le début de mon éducation en oléiculture. Le lendemain matin, Monique me secoua pour me réveiller alors que les étoiles parsemaient encore le ciel, me tendant des vêtements de travail et des bottes solides qui avaient appartenu à Valérie. À moitié endormie, je la suivis, elle et Jean, jusqu'au verger où la première lueur de l'aube illuminait à peine les arbres anciens. « Élise, » dit Monique, en montrant les branches chargées de fruits. Elle me montra la bonne technique, peignant doucement les branches avec des râteaux en bois pour libérer les olives sur des filets étendus en dessous. Ma première tentative fit pleuvoir des brindilles et des feuilles, ainsi que quelques précieuses olives, ce qui me valut une correction patiente de la part de Jean. En milieu de matinée, sous un soleil de plomb, mes épaules brûlaient d'effort et mes mains douces de citadine avaient développé leurs premières ampoules. Main de dame parisienne, taquina gentiment Monique en examinant mes paumes pendant la pause déjeuner. Elle disparut dans la maison, revenant avec un baume maison qui sentait les herbes et la cire d'abeille. Le soulagement rafraîchissant fut immédiat alors qu'elle l'étalait sur ma peau à vif. Demain, mieux, promit-elle. Et étonnamment, elle avait raison. Chaque jour apportait une amélioration. Ma technique s'affinait, ma force se développait, mes mains se durcissaient. En quelques semaines, je pouvais travailler à leur côté pendant des heures sans me plaindre, fier des tas croissants de fruits récoltés. Le processus de tri s'avéra encore plus exigeant que la récolte. Assis à une longue table à l'ombre d'une pergola, nous séparions méticuleusement les olives par qualité, les parfaites destinées à l'huile de première qualité, les légèrement abîmées pour la deuxième qualité, les endommagées pour la fabrication de savon. Monique me surveillait avec des yeux de faucon au début, corrigeant mes erreurs par de douces tapes. Progressivement, ces corrections devinrent moins fréquentes à mesure que mon œil se développait pour les distinctions subtiles. Tu apprends vite, commenta Jean un soir, son français approximatif s'améliorant parallèlement à mon grec rudimentaire. C'était le plus grand compliment qu'il m'ait fait, et une chaleur se répandit dans ma poitrine à son approbation. Mon éducation s'étendit au-delà des vergers jusqu'à la cuisine de Monique, un endroit qui m'intimidait au départ par son manque de commodité moderne. À Paris, je me considérais comme une cuisinière décente, capable de suivre des recettes de magazines gastronomiques pour des dîners qui impressionnaient les collègues de Stéphane. Mais la cuisine de Monique n'impliquait ni tasse à mesurer ni température précise, juste des générations de connaissances transmises par les mains et l'observation. « Regarde, » disait-elle, pétrissant la pâte à pain avec des gestes experts. J'imitais ses mouvements, échouant lamentablement au début. Mes premiers pains sortaient du four à pierre extérieure déformé et soit pas assez cuits, soit brûlés au-delà de toute reconnaissance. Entraînement, encourageait Monique, rompant même mes pires tentatives pour les goûter. Tout apprentissage est gaspillage. Son acceptation de l'imperfection me frappa comme révolutionnaire. Dans ma vie antérieure, les erreurs étaient quelque chose à cacher, pas des tremplins vers la maîtrise. La simplicité de leur repas révéla à quel point mon régime américain avait été transformé. Ici, tout venait de leur terre ou des fermes voisines, des légumes encore chauds du soleil, des œufs ramassés le matin même, du fromage des chèvres du voisin. Les saveurs étaient vibrantes et pures,
ne nécessitant que peu d'amélioration au-delà de l'huile d'olive, du citron et des herbes du jardin de Monique. Mon corps changea avec ce régime et ce travail. Les vêtements de marque dans lesquels j'étais arrivé devinrent amples alors que le poids superflu fondait, remplacé par du muscle maigre. Mon teint, autrefois entretenu par des crèmes coûteuses, rayonnait grâce à un simple savon à l'huile d'olive et à une sueur honnête. Quand je m'aperçus dans le petit miroir au-dessus du lavabo de la salle de bain, une étrangère me regarda, bronzée, plus forte, en quelque sorte plus substantielle malgré un poids inférieur. Alors que mon vocabulaire grec s'élargissait, Monique et moi trouvions plus de moyens de communiquer au-delà du travail et de la nourriture. Pendant les pauses du soir, elle sortait ses albums photos, montrant des images en noir et blanc de sa jeunesse au village. Je fus surprise de découvrir qu'elle avait été institutrice avant de retourner à l'entreprise oléicole de sa famille après son mariage. « Toi ?» demanda-t-elle, mimant la frappe sur un clavier. Je sortis mon téléphone, lui montrant des photos de mes projets de décoration d'intérieur d'avant le mariage, la carrière que Stéphane avait qualifiée de passe-temps. Monique les étudia avec un intérêt sincère, pointant les éléments qu'elle aimait et faisant des bruits d'appréciation. « Belle pensée », dit-elle en se tapotant la tempe. Sa validation de mon travail créatif me mit les larmes aux yeux. Une reconnaissance si simple, et pourtant quelque chose que Stéphane avait progressivement retiré au fil de notre mariage. Un après-midi pluvieux, Monique m'apprit à tricoter, sa patience infinie alors que je laissais tomber des mailles et créais des rangs inégaux. Mon premier projet terminé fut une simple écharpe, bosselée et imparfaite, mais entièrement faite de mes mains. Je l'enroulai autour de mon cou avec plus de fierté que je n'en avais ressenti en portant le cachemire de marque que Stéphane m'avait offert pour Noël. D'autres bienfaits mains suivirent, une tasse en argile façonnée sous la direction de Jean, un panier tressé que j'appris à faire d'une voisine. Chaque objet représentait des heures d'apprentissage et de connexion, porteur d'histoires qu'aucun luxe acheté ne pourrait jamais contenir. Ma collection grandit à mesure que mon attachement à la perfection matérielle diminuait. Après 3 mois de travail sans autre compensation que le gîte et le couvert, Monique m'approcha un matin avec Jean à ses côtés. Ils me conduisirent au petit bâtiment où ils pressaient et embouteillaient leur huile d'olive, me montrant le modeste stock qu'ils produisaient de notre récolte. Jour de marché, annonça Monique en montrant le calendrier. Tu viens. Le marché du village grouillait d'activités, les agriculteurs et les artisans exposant leurs marchandises tandis que les habitants et quelques touristes occasionnels flânaient parmi les étals. Monique et Jean installèrent leur simple table, disposant des bouteilles d'huile vert dorée aux côtés de savon à l'olive et de peau d'olive en conserve. À ma surprise, ils me placèrent à l'avant de la table, m'encourageant à parler avec les clients. Mon grec approximatif et leur français limité créèrent des moments de confusion et de rire, mais les ventes s'accumulèrent régulièrement tout au long de la journée. À la fermeture du marché, Monique me tendit une enveloppe contenant des euros. « Ta part, dit-elle simplement. Travail juste, salaire juste. » Je fixai la modeste somme, peut-être assez pour un seul repas dans les restaurants que Stéphane et moi fréquentions. Pourtant, cet argent représentait quelque chose que je n'avais pas possédé depuis des années, l'indépendance, gagnée par mon propre labeur. Pas de conditions, pas d'attente subtile de gratitude ou de conformité. Juste une compensation équitable pour un travail honnête. Cette nuit-là, je plaçai l'enveloppe sous mon oreiller, la touchant de temps en temps comme pour confirmer sa réalité. Au cours de notre décennie de mariage, Stéphane avait progressivement pris le contrôle de nos finances, pour simplifier les choses, me laissant avec des cartes de crédit liées à des comptes qu'il surveillait. Cette petite pile d'euros représentait le premier pas vers la reconstruction d'une vie qui m'appartenait pleinement. Alors que je m'endormais, je réalisais que je n'avais pas du tout pensé à Stéphane pendant la journée au marché. Mon esprit était trop occupé par les phrases grecques pour les transactions et la fierté de nos produits. L'espace qu'il occupait dans mes pensées avait rétréci, remplacé par des vergers d'oliviers, des leçons de cuisine et la certitude croissante que j'étais capable de bien plus que ce qu'il ne m'avait jamais permis de croire. La semaine suivante, Monique et Jean m'invitèrent à les rejoindre pour dîner à l'auberge sur la place du village, une première depuis mon arrivée. Vêtu d'un chemisier emprunté à Monique, je ressentis une agitation nerveuse en entrant dans l'établissement animé. Le propriétaire, Thierry, salua le couple avec des accolades enthousiastes avant de tourner des yeux curieux vers moi. « Notre américaine », dit fièrement Monique en grec, une phrase que j'avais appris à reconnaître. Thierry sourit chaleureusement, nous conduisant à ce qui était clairement leur table habituelle. Autour d'assiettes de poissons grillés et de vin du pays, Jean se racla la gorge et parla dans un français prudent, « Chloé, nous voulons parler affaires avec toi. »
Son sérieux me prit au dépourvu. Avais-je fait une erreur? Était-il temps pour moi de partir? Monique tendit la main sur la table, me tapotant la main pour me rassurer avant de continuer là où son mari s'était arrêté. Nous vieux maintenant. 68, 70 ans. Elle pointa entre elle et Jean. Pas d'enfant ici. Valérie pas revenir. Jean hocha la tête solennellement. Nous pensons retraite bientôt. 2, 3 ans. Mais Olivier. Il fit un geste ample. Olivier centenaire. Besoin jeune main. Mon souffle se coupa alors que je commençais à comprendre. Monique sourit, ses yeux se plissant au coin. Tu apprends vite, travaille dur. Nous enseignons tout. Puis elle écarta les mains comme pour offrir quelque chose. L'entreprise. À toi. La proposition me stupéfia. Ils me connaissaient à peine, une étrangère qui était tombée dans leur vie il y a quelques mois à peine. Pourtant, ils m'offraient un avenir que je n'avais pas osé imaginer. Mais je n'en sais pas assez, balbutiai-je. Les arbres, le pressage, le côté commercial. Tu apprendras, dit fermement Jean. Nous enseignons. Pas de précipitation. Cette nuit marqua le début de mon véritable apprentissage. N'étant plus seulement une paire de bras supplémentaires, je devins l'héritière de générations de savoir. Chaque matin, Jean me faisait parcourir différentes sections de leur verger, expliquant comment les variations du sol affectaient les profils de saveurs, comment identifier les premiers signes de maladie, quand précisément récolter chaque section pour une qualité d'huile optimale. Monique se concentra sur l'enseignement des registres commerciaux, une combinaison de grands livres manuscrits et de feuilles de calcul informatique de base que leur petit-fils avait installé lors d'une visite de vacances des années auparavant. Sa méthode de suivi des dépenses et des revenus était fonctionnelle mais dépassée. Voyant une opportunité de contribuer au-delà du travail physique, je passais mes soirées à mettre à jour leur système, créant des enregistrements numériques qui simplifiaient le suivi des stocks et des ventes. Regarde, montrai-je à Monique un soir, lui démontrant comment filtrer la feuille de calcul pour montrer quelle variété d'huile se vendait le mieux sur quel marché. Ses yeux s'écarquillèrent alors que des tendances émergeaient des chiffres. Malin, hocha-t-elle la tête avec approbation. Cerveau de dame parisienne bon pour les affaires. Avec leur bénédiction, je commençais à mettre en œuvre de petites améliorations marketing. Nos bouteilles étiquetées à la main reçurent de nouvelles étiquettes avec des informations sur les profils de saveurs et les accords mets-vins, des connaissances que j'avais glanées lors d'innombrables leçons de cuisine avec Monique. Je créai une simple brochure sur leurs méthodes traditionnelles, répondant aux questions que les touristes posaient fréquemment sur notre stand de marché. Mon grec qui s'améliorait m'aida à forger des liens au-delà du cercle immédiat de Monique et Jean. Le pharmacien qui fournissait les médicaments pour la tension de Monique commença à s'arrêter à notre stand de marché pour des conversations qui allaient au-delà des transactions. La femme du boulanger m'invita à la rejoindre pour son café hebdomadaire avec d'autres femmes du village, une immersion intimidante mais inestimable dans la langue et les coutumes locales. Thierry, de l'auberge, devint un allié inattendu lorsqu'il commença à présenter notre huile de qualité supérieure comme une offre à table, plaçant de petites cartes avec nos nouvelles étiquettes bien en vue sur chaque table. Bon pour toi, bon pour moi, expliqua-t-il avec un clin d'œil quand je le remerciai. Le mot se répandit, et bientôt 2 autres restaurants des villes voisines nous contactèrent pour que nous les approvisionnions. 6 mois après le début de ma nouvelle vie, j'ai assisté au baptême de la petite fille du boucher, ma première célébration villageoise officielle. Debout au fond de la petite église, j'observais le rituel communautaire avec une boule dans la gorge. Le vieux prêtre, Père Antoine, remarqua ma présence et tint à me saluer après, passant à un Français hésitant appris lors d'un séminaire à Marseille. « Vous apportez une nouvelle vie au vieux verger, dit-il, ses yeux rhumatismaux pétillants. C'est bon pour le village. Les jeunes partent pour Athènes, pour l'Amérique. Le village a besoin de sang neuf. » Son acceptation sembla lever la dernière barrière. Les invitations affluèrent plus librement après cela, aux célébrations de la fête du nom, aux rassemblements impromptus à la plage, même à une réunion du comité du village sur le prochain festival d'été. Chaque événement tissait un autre fil dans la toile de connexion qui me maintenait en place. Nathalie, la tisserande dont le stand se tenait à côté d'une autre au marché hebdomadaire, devint une amie particulière. La quarantaine et veuve jeune, elle possédait un esprit vif et une vision pragmatique qui me rappelait ma colocataire d'université. Nos conversations, menées dans mon grec qui s'améliorait et son excellent français,
allaient des stratégies commerciales au commérage du village, en passant par des réflexions plus personnelles. Tu ne parles jamais de l'Amérique, observa TL un après-midi calme alors que nous remballions nos invendus. Famille là-bas? Amis? La question me transperça de manière inattendue. Je m'étais tellement concentré sur la construction de ma nouvelle vie que j'avais repoussé les pensées de mon ancienne. Mes parents sont morts il y a des années. Quelques amis, mais... Je m'interrompis, réalisant comment Stéphane m'avait progressivement isolé de mon réseau de soutien, trouvant toujours des raisons pour lesquelles mes amis d'université étaient problématiques ou mes collègues de travail une menace. Nathalie hocha la tête d'un air entendu. Le mari qui t'a laissé en Occitanie. Tu ne dis jamais son nom. Stéphane, dis-je, les syllabes semblant étrangères sur ma langue après des mois de silence. Son nom est Stéphane. Et il ne t'a jamais cherché? Sa franchise était rafraîchissante après des mois où Monique et Jean évitaient gentiment le sujet. Je ne sais pas, admis-je. Je n'ai pas vérifié. Mon téléphone. Je fis un geste vague. Je l'avais allumé de temps en temps pour prendre des photos, mais j'avais abandonné mon email américain et mes comptes de réseaux sociaux, ne voulant pas affronter ce qui pouvait m'y attendre. Le sourcil levé de Nathalie me mit au défi. Peut-être qu'il est temps de regarder. Pas pour lui. Pour toi. Pour fermer la porte correctement. Ces mots me restèrent à l'esprit. Ce soir-là, après avoir aidé Monique à préparer le dîner, je me suis retiré dans ma chambre et j'ai allumé mon ancien téléphone, me connectant au Wi-Fi de base de la ferme. Avec des doigts tremblants, je me suis connecté à mon compte de messagerie longtemps négligé. Des centaines de messages non lus remplissaient l'écran. En parcourant les expéditeurs, j'en ai repéré plusieurs d'anciens amis, leurs objets évoluant de simples nouvelles à des demandes inquiètes. Une vague de honte m'envahit. J'avais disparu de leur vie sans explication, aussi complètement que j'avais disparu de celle de Stéphane. Un fil de discussion de mon ancienne mentor en design attira mon attention, opportunité d'emploi, suivi de relances de plus en plus urgentes. En l'ouvrant, je découvris qu'elle m'avait recommandé pour un poste de consultante à distance auprès d'une entreprise de matériaux de construction durable. Le dernier email, daté de seulement 2 semaines, indiquait que le poste était toujours ouvert si j'étais intéressé. Avant que je puisse considérer ce pont inattendu vers mon ancienne vie, un autre expéditeur figea mes doigts sur l'écran, Stéphane Davis, avec pour objet « Je sais où tu es ». L'horodatage indiquait qu'il était arrivé quelques heures plus tôt. Le cœur battant, je l'ai ouvert. Chloé, cela a pris des mois et un détective privé, mais je t'ai finalement retrouvé dans ce trou perdu des Cévennes. Ça a assez duré. Je viens te ramener à la maison et mettre fin à ce caprice ridicule. Mon vol atterrit à Marseille jeudi. Sois prête. Dans 3 jours. La pièce tourna autour de moi alors que la panique et la colère se heurtaient dans ma poitrine. Comment osait-il? Après m'avoir abandonné, après des mois sans un mot, il s'attendait à simplement me récupérer comme un bagage égaré? Je suis descendu en titubant, le téléphone serré dans ma main. Monique leva les yeux du grand livre de comptes étalé sur la table de la cuisine, son sourire s'effaçant en enregistrant mon expression. Mauvaise nouvelle de l'Amérique? Demanda-t-elle doucement. Stéphane, réussis-je à dire. Il vient ici. Jeudi. Les yeux de Monique se plissèrent légèrement. Elle attrapa une enveloppe sous le grand livre et la fit glisser sur la table vers moi. Bon timing, alors. J'attendais le bon moment. À l'intérieur, je trouvais des papiers juridiques portant mon nom aux côtés de ceux de Monique et Jean, rédigés en grec avec des traductions françaises. Accord de partenariat, expliqua Monique. 1/3 de l'entreprise à toi. Maintenant. Pas dans le futur, maintenant. Des larmes brouillèrent ma vision alors que je fixais le document, comprenant sa signification. Pas seulement un emploi ou un apprentissage, mais un partenariat légitime. Pas seulement un endroit où rester, mais une fondation sur laquelle construire. Pas de la charité, mais une reconnaissance méritée. Tu choisis ce qui se passe jeudi, dit fermement Monique, tapotant les papiers. Tu as une maison ici. Une entreprise ici. Des amis ici. Elle montra le téléphone dans ma main. Cet homme. Il ne décide plus. La vérité de ses paroles s'installa en moi comme un manteau de certitude. Pour la première fois depuis mon abandon dans ce village occitan,
je ne me sentais plus seulement en train de survivre, mais ancré. Stéphane arrivait, mais il trouverait une femme très différente de celle qu'il avait laissée derrière lui. Les jours suivants se passèrent dans un flou de préparation. Pas le genre que Stéphane attendrait, pas de valise à faire ou d'adieu larmoyant, mais une fortification émotionnelle. J'ai rendu visite à Audrey, la seule avocate du village, qui m'a aidé à rédiger des papiers de divorce en grec et en français. J'ai contacté mon ancienne mentor en design, acceptant avec hésitation l'opportunité de consultation à distance. J'ai même écrit des emails à des amis que j'avais laissés derrière moi, offrant de brèves explications sans excuses. Jeudi arriva avec un ciel d'été grec parfait, sans nuages et lumineux. J'étais dans le moulin à huile, testant des échantillons d'huile d'olive avec Jean, lorsque le son inhabituel d'un moteur de voiture de location rompit le calme de l'après-midi. Monique apparut à la porte, son expression un mélange d'inquiétude et de détermination. « Il est là », dit-elle simplement. Le cœur battant, je m'essuyai les mains sur mon tablier de travail et sortis. Stéphane se tenait à côté d'une berline argentée et élégante, des lunettes de soleil de marque perchées sur ses cheveux parfaitement coiffés, examinant l'humble ferme avec un dégoût visible. Il portait la tenue de voyage décontractée mais coûteuse que je reconnaissais de ses innombrables voyages d'affaires, un chino sur mesure et une chemise qui coûtait probablement plus qu'une semaine de profit de notre huile d'olive. Il ne me remarqua pas tout de suite, me donnant de précieuses secondes pour me ressaisir. Cet homme, qui avait autrefois été le centre de mon univers, semblait maintenant en quelque sorte plus petit, moins substantiel, sur fond d'oliviers centenaires et de bâtiments en pierre usée qui étaient devenus ma maison. « Stéphane » appelai-je, ma voix plus calme que prévu. Il se retourna, et le choc qui se lisait sur son visage était presque comique. Ses yeux passèrent de mes bottes de travail à mes bras bronzés, s'attardant sur mes cheveux non coiffés, attachés en une simple queue de cheval. Je vis la reconnaissance se battre avec l'incrédulité sur ses traits. « Mon Dieu, Chloé, que t'est-il arrivé ?» Le ton des approbateurs familiers qui m'auraient autrefois envoyé me démener pour arranger tout ce qu'il trouvait à redire, me glissa maintenant dessus comme une vague contre un rocher. « La vie est arrivée, » répondis-je, faisant des pas mesurés vers lui. « Qu'est-ce que tu fais ici, Stéphane ?» Il retira ses lunettes de soleil, son charme étudié se mettant en place alors qu'il tendait les bras. « Je suis venu te ramener à la maison, bien sûr. Ça a assez duré, tu ne crois pas ? Quel que soit le message que tu essayais de faire passer. » « Il ne s'agit pas de faire passer un message, » l'interrompis-je, m'arrêtant bien hors de sa portée. « Il s'agit de me construire une vie. » Son sourire vacilla. Derrière moi, j'entendis le léger bruit des pas de Monique et Jean sortant de la maison. Bien qu'ils ne puissent pas comprendre nos paroles, ils se positionnèrent en vue, gardiens silencieux prêts à intervenir si nécessaire. Stéphane les remarqua, son expression se durcissant. « Ce sont les gens avec qui tu vis ? Est-ce qu'ils te retiennent ici ? Parce que si c'est le cas. Ils m'enseignent, le coupai-je. Sur l'oléiculture, sur la communauté, sur la gentillesse sans condition. » Je fis un geste vers les vergers qui nous entouraient. « Je suis copropriétaire maintenant. J'ai une entreprise ici. » L'incrédulité traversa son visage, suivie rapidement par la condescendance que je connaissais si bien. « Une entreprise, Chloé ? Sois sérieuse. Tu es décoratrice, pas agricultrice. C'est quoi, une phase mange, prix, après notre dispute ? J'admets, je n'aurais pas dû te laisser en Occitanie. C'était une erreur stupide d'ivrogne. Je me suis excusé. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Tu t'es excusé. Répétai-je. Quand ? Dans quel univers me traquer et exiger que je revienne compte comme des excuses ? Sa mâchoire se serra, le charme s'évaporant. Très bien. Je suis désolé de t'avoir laissé en Occitanie. C'était immature et mal. C'est ce que tu veux entendre ? On peut passer à autre chose maintenant ? Pourquoi m'as-tu même cherché, Stéphane ? Ça fait des mois. Pourquoi maintenant ? Il se tortilla, mal à l'aise, jetant un coup d'œil au couple âgé qui nous observait attentivement. On peut en discuter en privé ? Dans la voiture, peut-être ? Ils ne parlent pas français, et je n'ai rien à leur cacher. Pourquoi maintenant ? Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Tes parents ont appelé. Des amis posent des questions lors d'événements. Des clients se demandent pourquoi tu n'es pas à la maison quand ils viennent.
Ça fait. Il s'interrompit. Mauvais pour ton image, terminé jeu pour lui. Ça a nui à ta réputation. Notre réputation, corrigea-t-il sèchement. Notre vie ensemble. Celle que nous avons construite pendant 10 ans de mariage. Celle que tu as construite, répliquai-je. Celle où je suis progressivement devenu rien de plus qu'un accessoire à ton succès. Dis-moi, Stéphane, as-tu seulement remarqué à quel point j'étais malheureuse avant l'Occitanie? T'en souciais-tu? Son expression s'assombrit. Nous avions une belle vie, Chloé. Une belle maison, la sécurité financière, le respect dans la communauté. Que pouvais-tu vouloir de plus? Un but. Des liens. Le contrôle sur mes propres choix. Je fis un geste vers la petite maison en pierre derrière moi. J'ai trouvé les 3 ici. Dans un endroit que tu méprises comme primitif et arriéré. Ce n'est pas toi, insista-t-il, le désespoir perçant dans sa voix. La Chloé que je connais ne choisirait pas le travail manuel et la pauvreté plutôt que le confort et le statut. Je souris, reconnaissant la vérité fondamentale dans sa déclaration. Tu as raison. La Chloé que tu connaissais ne l'aurait pas fait. Mais cette femme est morte en Occitanie, quand son mari l'a abandonnée pour une blague. La femme qui se tient devant toi a fait des choix différents. Monique s'approcha alors, me pressant quelque chose dans la main. L'accord de partenariat que nous avions signé. Bien qu'elle ne puisse pas suivre nos paroles, elle avait senti que le moment était venu. Je dépliai le document et le tendis à Stéphane. J'ai des liens juridiques ici maintenant. Un partenariat commercial. Des responsabilités envers des gens qui me valorisent pour mes contributions, pas pour mon apparence ou mes relations sociales. Son visage devint rouge de colère. C'est ridicule. Quel que soit le jeu auquel tu joues. Ce n'est pas un jeu, dis-je en sortant de ma poche l'enveloppe qu'Audrey avait préparée. Ce sont les papiers du divorce, Stéphane. Déjà déposés, avec des dispositions pour la division des biens. Il fixa l'enveloppe comme si elle pouvait le brûler. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu jetterais tout pour ça? Il fit un geste dédaigneux vers la modeste ferme. Je ne jette rien. Je choisis quelque chose de meilleur. Quelque chose de réel. Je m'avançai, plaçant l'enveloppe dans sa main rigide. Tu m'as quitté, Stéphane. Tu es parti en riant. Tu ne t'attendais simplement pas à ce que je trouve mon chemin sans toi. Ses doigts se refermèrent par réflexe sur les papiers, son expression passant par le choc, la colère et enfin une fierté blessée. Tu le regretteras, dit-il, mais la menace sonnait creux, même à ses propres oreilles. Quand la nouveauté se sera estompée et que tu seras encore en train de transporter des olives sous le soleil brûlant à 60 ans, tu te souviendras de ce que tu as abandonné. Peut-être, concédai-je. Mais je préfère risquer le regret des choix que j'ai faits que de vivre avec la certitude du regret des choix faits pour moi. Jean s'avança alors, posant une main burinée sur mon épaule. Bien qu'il ne puisse pas comprendre notre échange, il reconnut la conclusion dans notre langage corporel. Il dit quelque chose en grec à Stéphane, son ton ferme mais pas méchant. Qu'est-ce qu'il a dit? Demanda Stéphane, sa voix plus petite maintenant. Il a dit que la route de retour à Marseille est dangereuse après la tombée de la nuit. Tu devrais partir maintenant pour atteindre la ville avant la nuit. Stéphane regarda entre nous, comprenant enfin que ce n'était ni une négociation ni un sauvetage. Un adieu. Sans un autre mot, il retourna à sa voiture de location, les papiers du divorce serrés dans sa main. Alors que le véhicule disparaissait sur le chemin de terre, Monique glissa sa main dans la mienne. Ensemble, nous 3, nous nous sommes tournés vers la maison. Ma maison, maintenant aussi. Le travail du soir nous attendait, des échantillons d'huile à cataloguer, le dîner à préparer, l'inventaire pour le marché de demain à vérifier. Mon mari m'avait un jour abandonné dans un pays étranger, supposant que je serais impuissante sans lui, supposant que je reviendrais en rampant une fois que j'aurais appris ma leçon. Au lieu de cela, j'avais trouvé un terrain fertile pour planter de nouvelles racines, plus fortes et plus profondes qu'il n'aurait pu l'imaginer. Parfois, les actions les plus cruelles produisent les plus beaux cadeaux. En essayant de me briser, Stéphane m'avait accidentellement libéré.